Tout autre chose à présent dans l'actualité judiciaire. Les événements de Gdimizig survenus en octobre et novembre 2010, on le rappelle, avaient fait 11 morts et 70 blessés parmi les forces de l'ordre, 4 parmi les civils, ainsi que d'énormes dégâts matériels au niveau des établissements publics et des biens privés d'autrui. Les accusés sont poursuivis pour constitution de bandes criminelles et violences sur les forces de l'ordre ayant entraîné leur mort avec préméditation, mutilation de cadavres et complicité, conformément aux dispositions des articles 293, 294 et 297 du Code de procédure pénale. Le tribunal militaire de Rabat avait prononcé, on le rappelle, le 17 février 2013, des peines allant de 20 ans de prison ferme à la perpétuité contre ces personnes impliquées dans cette affaire. Depuis son renvoi devant la chambre criminelle près l'annexe de la cour d'appel à Salé le 26 décembre dernier, le procès est suivi par plusieurs associations de défense des droits de l'homme, des ONG indépendantes nationales et internationales, des familles des victimes et des accusés, ainsi que par plusieurs médias nationaux et étrangers. Avec nous pour parler de ce procès ce matin, justement, Maître Brahim Rachdi, avocat du représentant de la partie civile de ce même procès. Bonjour. Bonjour. Bonjour Brahim Rachdi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour commencer, effectivement, est-ce qu'il y a des étapes au niveau judiciaire qu'on aurait oublié de citer? Et puis aussi, comment vous décririez le déroulé de ce procès? Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation et je remercie Radio Lux pour son dynamisme. Ce procès est un procès historique. Parce que tout d'abord, je voudrais dire que je suis l'avocat d'un jeune gendarme qui s'appelle Atartour Abdelmajid, qui a été massacré d'une manière inhumaine, sauvage, laissant une fratrie de 8 personnes avec un père qui a une retraite de 3000 dirhams. Et notre objectif ici est simplement de rétablir la vérité et de montrer que les allégations avancées par les accusés et ceux qui les soutiennent n'ont rien de réel, sont loin de la vérité. Ce procès, donc, c'est les événements du 8 novembre 2010, s'est traduit par 11 morts et plus de 70 blessés. Et les événements, Gdimizig est à 15 km de Laayoune, et après les événements se sont étendus à Laayoune, où il y a eu dégâts, saccages, incendies de plusieurs établissements, etc. Des dégâts matériels, effectivement. Le 27 juillet 2016, la Cour de cassation a cassé le jugement du tribunal permanent des phares. Comme vous le savez, suite à la réforme qu'a connue le Code militaire, la Cour de cassation a cassé le jugement qui avait condamné ces accusés à des peines allant, comme vous l'avez dit, allant de 20-25 à la perpétuité. Et quand un jugement est cassé par la jurisprudence de la Cour de cassation, il revient à la Cour d'appel. Et il est rejugé de nouveau. Le procès est relancé de nouveau. Ce renvoi, cette attitude de la Cour de cassation signifie 2 choses. La première, c'est que tout d'abord, nous avons une justice qui est indépendante. Quand ils ont vu qu'il y avait un certain nombre d'anomalies, ils ont cassé le jugement. Et la deuxième, c'est que nous, en tant qu'avocats de la partie civile, nous sommes contents parce que nous allons montrer que les allégations avancées par les accusés en ce qui concerne la torture et la violence qu'ils ont subies n'ont rien à voir, comme je vais le démontrer. Alors, comme on va revenir effectivement à l'attitude des avocats de la défense qui est très décriée. Mais d'abord, Mohamed Oulkhouel, vous voulez réagir? Oui, simplement, un élément, alors vous connaissez aussi bien le droit français que le droit marocain et le droit étranger, et il y a un élément, moi, qui m'a interpellé dans le cadre de ce procès, et peut-être vous allez me le confirmer ou l'infirmer, c'est qu'il y a une très grande liberté de ton qui est laissée aux avocats de part et d'autre, que ce soit de la défense ou des parties civiles, et ce qui vient un peu en contradiction avec ce qui se passe en France ou dans d'autres pays avec une tradition inquisitoire. De ce point de vue-là, on peut considérer qu'on est dans un exercice de transparence. Non, totalement. Et c'est ça où... parce que, par exemple, quand on est dans des procès similaires en France, il y a un premium important accordé au président du tribunal et au parquet. On ne peut pas les interrompre n'importe quand, on ne peut pas développer ses arguments, faire valoir ses moyens. Et il me semble, de ce que j'ai vu dans le cadre de ce procès et via les confrères qui étaient là-bas, qu'il y avait une très grande liberté de ton, que des exceptions étaient soulevées, qu'on pouvait faire valoir ses arguments à tout moment et que la manière dont la police de l'audience était assurée par le tribunal était vraiment très très libre
est quelque peu assez unique dans les annales judiciaires. Est-ce que vous confirmez ce point-là? Je confirme à 200% votre point de vue parce que j'avais soulevé moi-même ces questions devant le président. Il y a des attitudes extraordinaires, c'est que les accusés géraient les audiences à telle enseigne que même les observateurs internationaux se sont posés des questions. Moi, je plaide en France. Je peux vous dire que ce qui s'est passé avec des musiques, en ce qui concerne la liberté qui était entre les mains de ces prisonniers, ces accusés, ils rentrent en avançant des slogans anti-nationaux, ils provoquent l'assistance, mais tout cela, le président a géré d'une main de fer avec beaucoup plus de souplesse de temps en temps, mais sur le plan procédure, ça se passe pas comme ça dans les autres pays, aussi bien aux États-Unis qu'en France. C'est ce que j'ai cru constater. Parce que là, le gros problème qui était posé, c'est que les accusés ont confondu deux choses. Ils ont confondu le prétoire. Ils sont là pour répondre de faits criminels dont ils sont accusés. Bien sûr, il y a la présomption d'innocence. Et une tribune où ils venaient simplement pour lancer un certain nombre d'idées politiques séparatistes, ni plus ni moins. À telle enseigne que nous avons réagi d'une manière assez brutale pour ne pas subir Quand ce vous avez réagi de manière brutale, qu'est-ce que vous avez fait exactement? Non, on a arrêté aussi bien ces accusés que leur défense. Parce que là, on est là pour que la vérité jaillisse, pour que la vérité éclate, pour que ces gens qui sont accusés d'avoir organisé, financé un certain nombre d'opérations qui sont traduites par 11 morts et 70 blessés, répondent de leurs faits et non pas venir et scander des slogans politiques. Et quel est le point de vue là-dessus des observateurs internationaux? Les observateurs internationaux, la grande majorité des observateurs internationaux ont constaté que vraiment il y a toutes les conditions d'un procès équitable, que la défense était respectée, les avocats de la défense étaient respectés. Ils ont même remis en cause notre droit de nous constituer en tant que partie civile, à telle enseigne que, pas tous, quelques accusés, non, la plupart des accusés ont refusé de répondre aux questions de la partie civile. Et moi-même, j'ai posé une question, parce que les audiences sont publiques, je peux en parler ici, dans un mémorandum envoyé par la CAT, l'Action contre la torture, l'Action catholique contre, c'est une association qui a intenté au moins une dizaine de procès contre le Maroc à l'étranger, défendu par un avocat aussi spécialisé anti-Maroc. Et ils ont présenté un mémoire, une plainte à l'instance chargée des droits de l'homme à l'ONU. Et dans la plainte, ils disent, elle est là la plainte, je vais donner aux auditeurs. Oui, vous êtes en train de la plainte. Il disait, l'un des accusés disait qu'il a été soumis à une torture féroce devant le juge d'instruction du tribunal militaire. Le président du tribunal, en pleine audience, lui a posé la question. Il lui a dit, est-ce que vous avez été torturé par le juge d'instruction de la cour militaire, du tribunal militaire? Il a dit non, je n'ai pas été torturé. Il y a 3 jours, je n'ai pas été torturé. Le président a répété 4 ou 5 fois la question et l'accusé principal a confirmé à plusieurs reprises qu'il n'a pas été torturé. Dans une pétition, dans une plainte qu'il a envoyée à l'organisme chargé des nations contre la torture et les autres peines de traitement cruel aux Nations Unies, c'est une plainte qu'il avait déposée le 4 mars 2014. Et la décision était prise le 15 novembre 2016. Qu'est-ce qu'il dit? Le paragraphe 3.3, je vous le lis. Et c'est disponible sur Google. Le requérant allègue avoir été torturé lors de son audition par le juge d'instruction militaire, puis par le tribunal militaire. Alors j'ai posé la question, je lui ai dit, vous voulez mentir à qui? Est-ce que à l'étranger, aux observateurs étrangers, ou à ces observateurs internationaux qui sont là? Alors pour dire que, et d'ailleurs, le tribunal a répondu favorablement à leur demande qui consistait à les faire examiner par des experts médicaux pour voir si réellement ils étaient soumis à des tortures ou pas. Et je vous informe que hier soir, c'est-à-dire lundi soir, le tribunal a reçu les expertises médicales, mais sont rédigées en français. Et le tribunal
a demandé 12 jours pour les traduire en arabe. Et nous allons voir. Donc on aura le résultat effectivement de cette expertise. Absolument. Et puis on connaît la CAT. Oui. On sait qu'il y a. Oui, c'est la une CAT est spécialisée organisation dans le Maroc. qui a un parti pris Voilà. très, En très plus particulier. de cela, excusez-moi d'ajouter une chose, c'est que ce monsieur, sa femme a déposé une plainte contre le Maroc en France en disant que j'ai subi un préjudice par ricochet parce que mon mari était torturé. Et la justice française l'a débouté. Et ça a été confirmé par la Cour de cassation en France. J'ai posé la question, j'ai dit, mais pourquoi votre femme a saisi, Elle a été déboutée, oui. saisi la justice française? Pourquoi vous n'avez pas saisi la justice marocaine en disant que j'étais torturé? Et là, il n'y a pas de question. Talal Shakir. Oui, considérant la particularité du cas et de la situation, l'environnement, le contexte international et surtout celui du Sahara marocain, le regard de l'ONU, est-ce que certains partis souhaiteraient que ce procès devienne politique? Je pense que ceux qui manigancent tout ce genre de choses, n'oubliez pas que avant les événements de 10 novembre, la plupart des accusés étaient présents à un congrès en Algérie qui parlait des affaires des États fédéraux. Et la plupart des accusés avaient assisté à cette conférence. Et il ne fait pas l'ombre d'un cheveu de doute que l'affaire est purement politique. Elle est manigancée par des gens qui sont hostiles à la cause de l'intégrité nationale marocaine. Je pense que le fait qu'il y ait plusieurs avocats, qu'il y ait plusieurs observateurs qui viennent ici, ça veut dire qu'il y a certainement un État derrière. Mélanie Freixili. Quelque part, c'est pas forcément une mauvaise chose dans la mesure où ça oblige à une extrême transparence et que cette extrême transparence, du coup, quand on se retrouve avec des observateurs internationaux qui ne sont pas nécessairement les plus favorables au départ à la cause marocaine, sont obligés de dire, non seulement on est dans quelque chose qui est transparent, où les droits des accusés sont respectés, mais où en plus on se retrouve avec clairement des tentatives de politisation du procès de la part des accusés, c'est plutôt bien. On est dans une procédure judiciaire dite contradictoire, donc où finalement il y a énormément d'interruptions, beaucoup de tentatives de bâtons dans les roues de la part de la défense des accusés. Donc d'une manière générale, c'est plutôt positif pour l'image du Maroc à l'issue. Donc que la question soit politique, cela ne fait aucun doute. Je pense qu'on n'aurait pas eu autant de procès, de remis en cause après des réformes pénales sur un procès lambda. Mais au final, ce qui en ressort semble plutôt positif. Alors maintenant, il faut que le procès se déroule jusqu'à son terme et qu'il n'y ait pas on en est à quoi, la 4e procédure, qu'on n'en ait pas une 5e? Audience, je voulais dire. Oui, audience, oui. On n'en est pas. On a commencé le 26 décembre et après c'était le 23 janvier, c'est la 6e. Non, alors non, ce n'est pas de ça dont non, c'est simplement parce qu'il y avait eu une condamnation en tribunal militaire, ça a été évidemment retoqué puisque c'était des civils, et puis ensuite, non, c'est ça, c'est la 4e procédure. Non, la procédure, il y a eu l'arrêt de la cour militaire, après ils ont été devant la cour de cassation. C'est ça, 2e. Et la cassation a cassé cet arrêt, c'est la 3e maintenant. Il est revenu vers la cour d'appel. Bon, eh bien, donc, espérons que ça ne traîne pas encore pendant 10 ans, cette affaire. Mais non, le calendrier était fixé hier soir. Ça, c'est un scoop que va avoir Radio Luxe. C'est que le tribunal va reprendre ses travaux le 8 mai 2017. Et bien sûr, les expertises médicales vont être traduites dans 12 jours. Ce qui fait que, voilà le processus qui va se dérouler. C'est qu'il va y avoir autre chose hier aussi, c'est que le tribunal a refusé la demande de mise en liberté des accusés. Et le tribunal a accepté d'entendre les témoins présentés par le parquet, une quinzaine de témoins, et aussi des témoins qui étaient demandés par les accusés, en l'occurrence les officiers de police judiciaire qui avaient rédigé tous les PV, qui étaient déjà présents. Donc on va entendre les témoins. Après les témoins, il y aura les réquisitions du ministère public. Il y aura tout d'abord la défense, la partie civile, la défense de la partie civile, réquisition du ministère public et plaidoirie des avocats des accusés. Mohamed El-Khouel. Oui. Il me semble, moi, d'après tout ce que je vois, que ce procès, et quand c'est pas le cas, on n'hésite jamais à le dire. En tout cas, je n'hésite pas à le dire, mais dans ce cas-là, on a un procès qui est quand même
exemplaire et équitable. On a un magistrat qui est spécialisé dans les affaires de terrorisme et qui est rompu à ce type de procès. Il y a un élément sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu et qui est quand même fondamental, et c'est aussi quelque chose sur lequel on doit travailler au Maroc à l'avenir, c'est aussi le droit des victimes. Et quand même de rappeler que ce procès-là, qu'on essaye d'en faire un procès politique, en réalité ou pas, peu importe, la vérité fondamentale et la réalité de ce dossier, c'est qu'on a de très jeunes gendarmes qui ont été assassinés. Un très lourd bilan. Leurs dépouilles ont été profanées. Ils étaient tous non-armés. Tous non-armés. Il y a un sapeur-pompier aussi. Il y a un policier et 9 gendarmes. Donc la réalité du dossier, c'est celle-là. C'est qu'on a 9 personnes non-armées qui ont été assassinées, leurs dépouilles profanées. Et elles doivent aussi, ces victimes, avoir droit à la parole. Et ce procès-là doit aussi permettre de réhabiliter et d'honorer les victimes et leurs familles et de pouvoir leur donner et obtenir réparation. Parce que c'est quand même cela qui est fondamental. Il n'y a aucune raison valable qui puisse permettre de justifier ou d'expliquer que l'on puisse tuer quelqu'un et que l'on tue des citoyens au Maroc, c'est inacceptable, quel que soit le mobile. En plus, en profanant, ce qui signifie qu'on n'est pas dans de la légitime défense, on n'est pas dans un acte de guerre Ce sont des policiers, ce ne sont pas des militaires. On parle de policiers, de gendarmes et de agents de force sapeurs-pompiers. auxiliaires aussi. C'est ça. Surtout. Et donc c'est ça qui est voilà, c'est ça qui est important, parce que malheureusement, de mon point de vue, avec tout ce battage médiatique ou médiatico-politique qui est organisé, on a tendance à perdre de vue que dans ce dossier, les raisons qui justifient la poursuite, c'est parce qu'il y a 9 personnes qui ont été assassinées et qu'il y a eu mort d'hommes, et que c'est des familles qui se sont retrouvées amputées de leurs proches, des pères de famille, des fils. Et c'est ça le véritable enjeu du procès. C'est un procès où il y a eu mort d'hommes et on doit obtenir réparation et on doit juger les personnes qui ont commis ces actes. D'ailleurs, l'objectif des accusés, c'est vraiment de dévoyer les choses et de ne pas parler des faits qui leur sont reprochés. Alors justement, ils sont là tout à l'heure, vous parlez des avocats de la défense. On a vu aussi dans la presse une attitude très décriée. Comment vous la jugez ? Puisque vous avez assisté aux différentes audiences, des avocats de la défense. Oui, moi j'ai eu un différend fondamental avec l'un des avocats de la défense, qui est aussi l'avocat de la CAT et qui est spécialisé dans les procès contre le Maroc. Il est venu ici et il voulait plaider en français. Nous avons une convention judiciaire franco-marocaine qui permet aux avocats marocains de plaider en France en français et les avocats français de plaider au Maroc en arabe. Moi, quand je plaide en France, je ne plaide pas en arabe. Mais si je peux plaider en arabe, je dois avoir un traducteur. Ce confrère est venu et vraiment il ne voulait pas du tout se conformer à la loi qui est en vigueur dans ce domaine-là. Et puis non seulement ça, je dirais même qu'hier soir, il est venu avec une autre casquette. Hier, il est venu, il n'a pas mis sa robe et s'est mis au devant de la scène. Et quand on a posé la question, ils ont dit non, il est observateur. Alors que la place des observateurs, c'est derrière les avocats. Et ces gens-là viennent ici pas seulement pour défendre les accusés, mais pour faire véhiculer un certain nombre d'idées qui sont instrumentalisées, si vous voulez. Une cause, c'est la cause des séparatistes du Polisario. Effectivement, vous avez raison de souligner ce point-là, parce que j'en ai entendu parler, et en toute orthodoxie juridique, naturellement, on a des conventions. Un avocat français qui veut plaider au Maroc peut plaider au Maroc, mais ça doit être en arabe ou via un traducteur. On ne peut pas imposer de plaider au Maroc dans une langue autre que la langue arabe, qui est la langue du système judiciaire. De la même manière que si on va plaider à Paris, on ne pourra pas plaider en arabe ou en amazigh. Il y aura un postulant. Bien sûr, et c'est une réalité qui est valable dans tous les pays du monde. Mais c'est utilisé pour essayer de démontrer qu'on entrave les droits de la défense et des avocats de la défense, ce qui est tout à fait faux. Ce qui fait mal au cœur, c'est qu'il y a une centaine d'observateurs d'ONG, comme ça a été dit, mais il y a 3 ou 4 personnes qui ont sorti un certain nombre de communiqués qui n'ont rien à voir avec la réalité. D'ailleurs, ils étaient ridiculisés par les observateurs de leur propre camp. Quand on dit que la défense des accusés est empêchée de parler, c'est eux qui parlent. C'est eux qui parlent. Donc, ce procès, comme vous l'avez dit, c'est Mohamed, vraiment présente un certain nombre de conditions qui sont requises pour que le procès soit équitable. Et nous tenons à ce que le procès soit équitable. Nous avons défendu des gens qui ont des opinions différentes, mais qui n'ont pas recouru à la violence, qui n'ont pas tué des gens.
Quand vous avez une opinion différente, c'est le droit à la différence. La liberté d'expression. Mais la liberté d'expression ne vous permet pas de tuer des gens. Sinon, c'est du terrorisme. De profaner leur corps. Sinon, c'est du terrorisme. Et ces accusés, malheureusement, voulaient faire vraiment un terrorisme intellectuel dans les audiences. Parce que quand ils rentrent en chantant des slogans séparatistes en plein Rabat, leurs familles sont présentes à côté des accusés. Moi, je pense qu'il y a il y a toutes les conditions d'un procès équitable, et même un peu plus. Merci beaucoup, Brahim Rachdi, d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes avocat d'un représentant de la partie civile à ce procès donc emblématique. Et je vous annonce, je me permets ici, je vous annonce qu'à midi, le collectif des avocats de la partie civile va donner une conférence de presse à Rabat, au siège de